Bonjour, bienvenue, c'est Lex Inside. Au programme de ce nouveau numéro, on parlera du notariat au féminin, on va parler du Digital Markets Act et enfin, on parlera de la rentrée de l'association Open Law. Pour débuter cette émission, on va parler notariat au féminin avec Barbara Thomas-David, présidente de l'association notaireauféminin.com. Barbara, bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi avez-vous choisi de créer l'association notaireauféminin.com ? Écoutez, l'association notaireauféminin.com a été créée l'année dernière et son but a été de rassembler toutes les femmes notaires qui veulent développer et promouvoir la profession de notaire, la développer en interne et la promouvoir aux yeux du grand public. En fait, quand j'ai prêté serment, c'était en l'an 2000, il y avait 14% de femmes notaires. Aujourd'hui, nous sommes un peu plus de 50%, 53% exactement, et il nous a paru logique qu'à l'image des autres professions, nous puissions échanger au sein d'une structure dédiée. Alors, quelle est la place justement des femmes dans le notariat ? Alors, encore une fois, en une génération, nous sommes passés de 15 à plus de 50%. Et donc, aujourd'hui, nous sommes, on peut dire, à nombre égal avec les hommes notaires. Et nous sommes la profession la plus féminisée du monde du droit. Et donc, ça s'est fait de façon relativement naturelle sur 20 ans parce que le banc des facultés était composé d'autant de femmes que d'hommes. Et donc, les femmes ont réussi à devenir notaires associés ou salariés au même titre que les hommes. Alors, quelle est l'ambition de votre association ? Alors, on a une ambition qui est double. La cohésion de la profession en interne et la promotion à l'externe. Alors, en interne, en fait, si vous voulez, la profession de notaire, c'est une profession qui peut se définir par sa grande diversité. Il y a une grande diversité en termes de structures d'exercice. Certaines exercent de façon individuelle, d'autres dans des structures importantes. Il y a une diversité en termes de territoire. Certaines exercent dans un milieu rural, d'autres dans des grandes villes. Et enfin, il y a une vraie diversité en termes d'activité. Il y a du notariat traditionnel et puis du notariat plus spécifique, les collectivités locales, la transmission d'entreprises. Donc, il y a vraiment une grande diversité. Et cette diversité, ça peut être source d'isolement, de tension. Et justement, l'idée, c'est de profiter de ces richesses, de cette diversité, de faire une véritable cohésion, un échange et un partage de richesses au sein de cette association. Et puis, d'être un laboratoire d'idées juridiques. Et puis aussi de développer le management au féminin, le leadership au féminin, puisque ça, nous ne faisons pas d'études de management, nous faisons des études de droit. Et donc, l'idée, c'est aussi de développer ce leadership au féminin. Ça, c'est nos rôles en interne. Et puis, en externe, on souhaite promouvoir la profession de notaire par le prisme des femmes. C'est vrai que la profession souffre encore d'une image un peu poussiéreuse par moment. Et si par le prisme des femmes, eh bien, nous pouvons développer, moderniser, rendre la profession plus empathique, non pas que les hommes ne peuvent pas le faire, mais si nous pouvons le faire d'une autre façon, je trouve que le pari sera gagné. Et puis enfin, une dernière chose, nous souhaitons un véritable accès au droit pour les femmes. C'est vrai que le sujet de l'indépendance économique des femmes, c'est un vrai enjeu de société. Et si nous pouvons, à notre niveau, eh bien, faire que les femmes poussent la porte des études de notaire et à un accès à un droit plus égal, eh bien, ça sera un pari réussi. Alors, vous venez de présenter les objectifs de l'association. Quelles sont les actions concrètes que vous menez pour atteindre ces objectifs ? Alors, donc, nous avons fait un bel événement de lancement au moment de la Journée de la femme en mars dernier, en invitant des femmes de tout horizon, puisque nous ne voulons pas faire de ce club un entre-soi. Nous avons donc invité des femmes chefs d'entreprise qui nous ont fait part de leur vision de la femme dans notre monde actuel. La patronne de la FNSEA ou encore la patronne de la RATP ou des femmes de justice. Et puis, nous avons des événements futurs. Nous avons fait une grande conférence sur le management au féminin, bloqueur et booster au féminin. On vient de terminer cette belle manifestation. Et puis, pour la rentrée de septembre, nous serons au congrès des notaires et nous allons faire engager de belles manifestations, des petits déjeuners avec les
étudiantes en master de droit notarial, parce que nous voulons être inspirantes pour nos futurs consoeurs. Et puis, comme je vous le disais, développer des conférences d'accès au droit pour les femmes et puis des conférences de management également. Aujourd'hui, vous êtes combien de membres dans l'association et quelles sont les prochaines étapes pour votre association? Alors, nous sommes environ 100. 100 personnes ont adhéré à l'association et nous recevons de nouvelles candidatures chaque jour. Et encore une fois, l'idée, c'est de promouvoir la profession grâce aux membres de l'association et puis de faire des manifestations pour justement développer l'image du notariat. On va conclure là-dessus. Merci Barbara d'être venue sur notre plateau. Avec plaisir. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler du Digital Markets Act et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Natacha Tardif, Managing Partner et associée du cabinet Reed Smith à Paris. Bonjour Natacha. Bonjour, merci de me recevoir. Alors on a parlé déjà sur ce plateau du Digital Service Act, l'autre jambe de la réglementation sur les services numériques et marchés numériques, c'est le Digital Markets Act, donc qui s'intéresse au marché numérique. Pouvez-vous nous le présenter ? Oui, alors le Digital Markets Act, en fait, c'est un projet de règlement qui est en cours d'élaboration et qui a pour objectif d'attaquer de front les pratiques de certaines plateformes numériques dont on considère qu'elles remplissent un certain nombre de critères pour être suffisamment puissantes sur le marché et donc pouvoir créer des obstacles à l'intervention de leurs concurrents sur le marché. Quel est l'objectif de ce règlement ? Donc l'objectif de ce règlement, c'est de créer un nouvel outil juridique. Aujourd'hui, on dispose déjà d'un arsenal assez important avec les règles de droit de la concurrence qui sont mises en œuvre tant par la Commission européenne que par les autorités de chacun des États membres et qui permettent de venir attaquer justement, comme l'a fait l'autorité de la concurrence française très récemment, avec une décision Google d'il y a à peine quelques jours, qui est venue nous dire, bien Google doit permettre l'interopérabilité de ses services, doit permettre l'accès à ses concurrents de façon juste et proportionnée et doit aussi permettre de ne pas favoriser ses propres services par rapport à ceux des tiers. Bon, Google a été considéré comme étant en position dominante et donc sanctionné sur le fondement des abus de position dominante. Là, on vient nous dire, quand bien même vous ne seriez pas en position dominante, c'est-à-dire un cas relativement rare, puisqu'il faut être le plus fort du marché et remplir un certain nombre de conditions, on vous dit même si vous n'êtes pas ça, vous pouvez être autre chose qu'on appelle des gatekeepers, au sens de cette réglementation à venir. Et donc, il y a plus d'entreprises qui seraient visées, qui ne seraient pas nécessairement uniquement le plus fort, et qui viendraient être régulées a priori, on leur dirait d'ores et déjà, si vous rentrez dans ces critères-là, eh bien, n'attendez pas qu'une décision soit rendue contre vous. Vous n'aurez pas le droit de privilégier vos propres services. Vous devriez rendre l'accès des tiers plus simple. Et voilà, ce type de mesures qui permettent de favoriser le jeu de la concurrence sur le marché et qui ajoutent un outil juridique à l'arsenal des autorités et qui, ici, à la différence du précédent arsenal dont je parlais du droit de la concurrence, est centralisé au niveau de la Commission européenne. L'idée, c'est de fixer un cadre juridique de la concurrence équitable, entre guillemets ? C'est un peu ça l'idée, effectivement. Donc, ça vient dans le même état d'esprit que les règles du droit de la concurrence, tout à fait, pour créer on va dire, en tout cas comme objectif, de créer un environnement concurrentiel sain. Est-ce que ça veut dire que l'arsenal juridique existant, vous avez cité la décision à l'encontre de Google, n'était pas satisfaisant ? Alors moi, je ne dirais pas ça. Vraisemblablement, je n'ai pas la même opinion que la Commission européenne, mais je ne dirais pas ça puisqu'on a un arsenal juridique qui est très intéressant dans la mesure où les règles de concurrence sont des règles qui ne sont pas, c'est pas codifié. Donc, c'est des règles qui sont en construction permanente. D'ailleurs, c'est ça qui est passionnant quand on pratique le droit de la concurrence, c'est qu'on participe à la fabrication du droit au quotidien. Et donc, elles sont suffisamment flexibles pour permettre de s'attaquer à de nouvelles situations. Et c'est ce qui s'est passé avec la décision Google, tout comme, il y a un certain nombre d'années, on a eu des décisions Microsoft, typiquement sur Microsoft qui préinstallait ses logiciels sur ses ordinateurs. On lui a dit, attention,
En faisant ça, vous empêchez les logiciels tiers de venir s'installer puisque vous avez une position qui est très particulière avec la vente de vos ordinateurs. Bon. Donc, il me semble qu'on a et les fondements juridiques et la flexibilité pour les adapter à l'économie d'aujourd'hui comme à l'économie de demain, sans devoir ajouter au millefeuille juridique des règles qui d'ailleurs, si elles sont trop strictes, et c'est un petit peu le cas aujourd'hui du projet, c'est-à-dire que et pour l'application des règles, c'est-à-dire le champ d'application, les entreprises auxquelles elles s'appliquent, et pour les règles qui vont s'appliquer à ces entreprises, c'est-à-dire les interdictions qui vont être édictées dans le cadre de cette réglementation, il me semble que si elles sont trop rigides, elles risquent demain d'être très rapidement confrontées au fait qu'elles seront plus adaptées, alors qu'avec la flexibilité dont on dispose avec les règles de concurrence, on peut tout à fait continuer de s'adapter, de créer le droit à travers la jurisprudence. Alors revenons au Digital Markets Act. Quelles vont être les conséquences pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle réglementation? Alors, les conséquences peuvent être extrêmement lourdes, exactement comme en matière de droit de la concurrence d'ailleurs, c'est-à-dire des amendes qui sont assises sur le chiffre d'affaires et donc qui peuvent s'élever à 10% du chiffre d'affaires du groupe de l'entreprise concernée. Donc c'est assez important. Très important. En conclusion, qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau dispositif? Je pense que c'est un dispositif qui est très ambitieux. Je pense qu'il témoigne du fait qu'il y a une crainte chez les autorités de concurrence et en particulier auprès de la Commission européenne de ne pas réussir à attraper actuellement avec les outils juridiques dont elles disposent les pratiques d'un certain nombre d'entreprises qui sont mouvantes, non seulement dans leurs pratiques, mais dans leur être, dans ce qu'elles sont, dans leur constitution même. Elles se renouvellent en permanence et d'ailleurs, c'est formidable parce que c'est exactement ce qu'on recherche dans le monde du droit de la concurrence, c'est dans le monde économique. On recherche l'innovation, on recherche le développement. Ce qu'on ne veut pas, c'est que ça se fasse au profit d'un seul et au détriment de tous les autres et que de ce fait, cette seule entreprise-là se retrouve dans une position telle qu'elle n'a du coup plus envie d'innover. Bon, mais il me semble, comme on en parlait tout à l'heure, que en réalité, avec les outils dont on dispose déjà, on doit déjà avoir les fondements qui nous permettraient, en adaptant un petit peu la jurisprudence, de s'adapter à la réalité d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour ma part, je ne suis pas une grande, défenseuse de l'ajout de règles qui vont rendre probablement le contexte économique plus rigide et qui vont risquer de créer beaucoup d'insécurité juridique pour les entreprises sur le marché. On va conclure là-dessus. Merci Natacha d'être passée sur le plateau de Lex Inside. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes toujours dans Lex Inside, on va parler de la rentrée d'OpenLaw. Et pour évoquer ce sujet, j'ai le plaisir de recevoir Alexis Debord, vice-président d'OpenLaw. Alexis, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, pouvez-vous nous présenter OpenLaw? Eh bien, déjà, c'est une très bonne première question, puisqu'on n'est pas forcément connu de tous les professionnels du droit, bien que l'association ait été créée en 2014, donc elle a maintenant plus de 6 ans, bientôt 7, enfin bientôt 8 même. OpenLaw, c'est quoi? En fait, c'est une communauté de professionnels du droit. Alors, quand je dis professionnels du droit, c'est vraiment à entendre au sens large. C'est vraiment les acteurs du droit. Les acteurs du droit, c'est quoi? Ce sont les professions réglementées, avocats, huissiers, notaires, ainsi de suite. Mais c'est également toutes les personnes qui gravitent et qui font aujourd'hui le marché du droit. Donc, ce sont les startups du droit qu'on appelle très souvent les legal tech. Ce sont les éditeurs juridiques. Ce sont certains médias, d'ailleurs comme Le Monde du droit, qui s'intéressent de très près au sujet d'innovation et de transformation des professionnels du droit. Et donc, toutes ces personnes-là se réunissent et réfléchissent ensemble à des travaux suivant les thématiques qui sont clés. Alors, on a travaillé par le passé sur un programme de l'économie numérique du droit. On était en 2016, un des premiers programmes phares, avec des travaux qui en sont sortis, qu'on appelle aujourd'hui des communs. C'est-à-dire que l'idée, évidemment, OpenLaw, ce sont des réflexions autour d'innovation, mais ce sont des réflexions qui sont ouvertes. L'idée, c'est que la communauté réfléchisse ensemble et puis partage un certain nombre de bonnes pratiques, de réflexions sur des thèmes clés. Par exemple, la charte éthique pour un marché du droit en ligne, qui a été sortie en 2016, qui continue à être mise à jour et qui partage toutes les bonnes pratiques pour que les acteurs du droit travaillent ensemble de manière vertueuse et dans l'intérêt du justiciable. Donc c'est un ensemble de règles et de bonnes pratiques. Il y a eu des sujets de réflexion sur l'intelligence artificielle, avec l'open data des décisions de justice, sur la blockchain, et puis le programme clé, je ne peux pas vous passer tous les programmes depuis 7 ans, mais le programme clé, qui est effectivement le programme sur
sur la sortie de crise avec Reopen, mais je crois que c'est l'objet de... Alors justement, vous évoquez la nouvelle saison qui est lancée par Openlo, donc le programme Reopen. Qu'est-ce que c'est que ce programme? De quoi s'agit-il? Reopen, alors l'association aujourd'hui et la communauté d'adhérents, de membres actifs de l'association, naturellement s'est posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire face à la crise sanitaire, à la crise économique, sociale qu'on a vécue, et puis avec un certain nombre de choses qui sont encore devant nous sur cette sortie de crise. Et puis la question finalement qu'on se pose tous, et qu'on est tous d'accord sur ce postulat, c'est que les professionnels du droit et du chiffre vont être les urgentistes de la sortie de crise. On a, et on le sait, beaucoup de trésorerie et d'argent qui a été injecté dans le marché. On va avoir besoin, avec la reprise, de croissance. Qui dit croissance dit besoin également en trésorerie. Et cette trésorerie, aujourd'hui, on va se retrouver avec des difficultés pour certaines entreprises. Et tous les professionnels du droit et du chiffre doivent être sur le pont pour aider les entreprises. Mais je vais même aller plus loin, parce qu'il y a évidemment la réflexion business, mais il y a aussi une réflexion d'ordre social sur la crise sociale, le mal-être d'un certain nombre de personnes, les changements de mode de travail, de communication entre les personnes et l'impact que ça peut avoir d'un point de vue psychologique sur tout le monde. Donc l'idée, c'est d'accompagner les professionnels du droit et du chiffre dans ces changements? Toujours l'idée, effectivement, en fait, il y a deux axes dans Reopen. Il y a engager des réflexions sur le rôle que peuvent avoir les professionnels du droit et du chiffre dans cette crise pour qu'ils soient plus efficaces vis-à-vis de leurs clients et dans la société et dans l'économie d'une manière générale. Et pour ça, en fait, on a organisé nos travaux autour de 3 axes de réflexion. Un premier axe que moi j'ai tendance à appeler l'axe think tank, dans lequel en fait on réfléchit véritablement à toutes les bonnes pratiques. Alors on a eu nos premiers travaux qui ont été lancés la semaine dernière. On se rend compte au début, cet axe-là avait pour vocation peut-être de rédiger certaines propositions d'amendements, de règlements, de lois. En fait, on se rend compte qu'on va être beaucoup plus efficace si déjà on met en commun toutes les bonnes pratiques qui permettent aux professionnels du droit et du chiffre d'être meilleurs dans l'accompagnement et dans la façon dont ils exercent aujourd'hui vis-à-vis des justiciables, vis-à-vis des entreprises. Et donc le premier axe, en fait, c'est de partager ces bonnes pratiques et d'être le plus pragmatique possible et de montrer ces bonnes pratiques-là au gouvernement, aux parlementaires et puis bien sûr, voilà. Les 2 autres axes beaucoup plus orienté sur la tech, c'est l'axe 2. Cet axe 2, en fait, on va réfléchir à tous les outils, tous les dispositifs qui peuvent exister, qui vont permettre aux professionnels du droit d'être meilleurs dans la façon dont ils peuvent accompagner cette sortie de crise et les entreprises en difficulté. On a bien sûr des questions sur la manière dont certaines données pourraient être rendues plus accessibles. On a la façon dont les professionnels du droit peuvent échanger entre eux des données sur leurs clients pour faire de façon plus efficace leur travail d'accompagnement de sortie de certaines entreprises de difficultés. Et puis enfin, on a un troisième axe qui est beaucoup plus orienté outils pour permettre aux professionnels du droit de travailler de façon plus fluide ensemble. Et puis le dernier axe, qui est vraiment le do tank, qui va plus débuter un petit peu plus tard dans la saison, parce qu'on a déjà beaucoup à faire sur ces 2 premiers axes, et qui va d'ailleurs avoir un lien avec probablement les rendez-vous de transformation du droit qui auront lieu en novembre. Et en fait, sur ces axes-là, enfin sur ce dernier axe, on va vraiment être dans l'action. Et l'idée, c'est d'encourager des initiatives qui pourraient être créées par les acteurs de notre communauté et qui pourraient soit être réalisés de façon très concrète, soit inspirer des idées ou des projets qui sont en cours de réflexion. Alors vous venez de présenter les axes de travail de l'association Openlo pour ce programme Reopen. Quelles vont être les prochaines étapes, les temps forts de ce programme ? Alors, c'est une très bonne question. On a pris un petit peu de retard qui est lié à plusieurs choses. C'est que déjà, Openlo est une association, on est tous bénévoles, on a tous beaucoup de travail en ce moment avec cette sortie de crise également, ce qui est assez naturel. Donc on a pris un petit peu de retard. On a fait un premier sondage en mai auprès des professionnels du droit pour voir un petit peu quelles étaient leurs intuitions sur le rôle qu'ils pouvaient jouer dans le cadre de cette sortie de crise. Cette enquête, on est en train de finaliser le dépouillement. Il y a plus de 50 questions, on avait plus de 100 répondants. Ça prend du temps pour faire une analyse qualitative. Donc on est en train de finaliser le dépouillement de cette enquête et les résultats seront rendus publics très prochainement. Allez, au plus tard la semaine prochaine ou tout début juillet. Cette enquête, elle sert de base de travail et c'est un premier temps fort parce que c'est un premier livrable qui va être à la disposition de tous. Et puis ensuite, on a les travaux de l'axe 1. Les travaux de l'axe 1, c'est vraiment un travail qui va être fait durant l'été, de bonnes pratiques, pour que dès la rentrée, ces bonnes pratiques, on puisse les partager au plus grand nombre. On est sur de l'open, et donc l'idée c'est vraiment de partager ces bonnes pratiques au plus grand nombre et d'inspirer le plus grand nombre. L'axe 2, beaucoup plus technique, l'idée dans l'absolu c'est aussi de rendre un certain nombre de choses en septembre.
Il est probable qu'on ait un peu plus de retard parce qu'on va se rendre compte aussi que dans le partage des bonnes pratiques, ça va faire naître des idées sur l'axe 2, sur les outils, sur les types de données qui devraient être accessibles, sur la manière dont ces données-là peuvent être échangées, mutualisées entre les professionnels du droit. Donc on est plutôt sur des livrables en octobre, avec pareil des livres blancs, des réflexions et la manière dont ces réflexions ont été mûries qui seront partagées à tous. Et puis enfin, l'axe 3, doutant qu'en fait on va vraiment le commencer en septembre. On va identifier des projets, d'ailleurs j'appelle tout le monde qui pourrait avoir des idées dans le cadre de cette sortie de crise, et s'ils veulent qu'on les travaille ensemble dans le cadre de hackathons et ainsi de suite, nous en parler, venir vers nous. Et puis l'idée c'est effectivement de présenter un certain nombre de premiers projets, idées, prototypes dans le cadre des rendez-vous de transformation du droit en novembre prochain. Eh bien, on va suivre tout ça avec intérêt. Donc, l'appel est lancé si vous voulez participer aux travaux de l'association Open Law. Merci Alexis d'être passé sur le plateau de Lex Inside. Merci beaucoup Arnaud. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau numéro de Lex Inside.